Bonjour, c'est Claire-Lise. Nous voici sur cet audio d'analyse de l'énergie du mois d'août. Alors, je me base sur un enseignement amérindien et sur un conte particulier qui est l'enseignement des femmes amérindiennes de l'énergie du mois d'août par l'intermédiaire d'un conte qui s'appelle La Guérisseuse. Donc, nous étudions sur ce podcast un conte par mois transmis par des femmes amérindiennes qui parlent de l'énergie de chaque mois et qui nous a été transmis dans un livre aujourd'hui que nous pouvons donc nous relier par ce livre à cet enseignement amérindien. Donc nous sommes à la fin du mois d'août. Sur ce podcast, nous étudions depuis janvier toute l'énergie de cette roue de médecine qui est la roue de l'année. Et en cette fin de mois d'août, nous avons vécu beaucoup de choses ensemble depuis janvier et aussi dans ce mois d'août où il y a eu tout un tas de propositions d'expérimentation, de descente dans les profondeurs. Et cet audio a pour but finalement d'amener une forme de conclusion d'intégration dans la structure psychologique de ce que nous avons vécu ensemble tout au long du mois d'août. Donc chacun d'entre vous, si vous avez suivi le processus à votre rythme, à votre façon, avez vécu des choses qui vous sont propres. Et ce que je vais nommer ici est une forme de théorie, mais ce qui est important, c'est que vous puissiez poser sur votre feuille, je vous avais proposé une trame, et chaque mois, dans le descriptif de la vidéo, vous pouvez encore la télécharger chaque mois, cette trame, une trame où vous pouvez, mois après mois, mettre vos mots-clés vous concernant vous. Et ce qui est important pour ce mois d'août, c'est que vous puissiez vous mettre comment vous avez vécu les choses, comment vous comprenez de votre point de vue cette énergie de la guérisseuse. Qu'est-ce qui vous a parlé, qu'est-ce que vous avez vécu, qu'est-ce que vous avez vécu à l'intérieur de vous, comment vous vous êtes rencontrés ou pas, où sont vos zones de libération, d'ouverture et encore vos zones de blocage. Donc, cet audio qui va expliquer l'énergie du mois d'août, je vais me baser sur ce conte, je vais me baser comme d'habitude sur la couleur bleue en fait que Julie a canalisé pour nous en lien avec ce conte. Je vais me baser sur la roue d'une journée, vous savez, avec la comparaison de si ce mois était une heure d'une journée, ça serait quelle heure, pour essayer de comprendre enfin, de conclure ensemble finalement de quoi nous parle cette première lune du féminin de manière rationnelle, si on peut en dire quelque chose. Alors, je vais commencer par nous remettre dans la roue de l'autonomie. Donc, dans ces quatre directions qui sont les axes de force de notre roue de l'année, est, sud, ouest, nord. Et puis, donc, il y a deux autres directions qui nous contiennent. La direction du haut du ciel, la direction du bas de la terre, et puis cette direction du centre qui finalement est la direction de notre unité dans ces finalement 6 directions. Donc il y a 7 directions dans cette roue de médecine. Les 4 directions est, sud, ouest, nord, les 2 directions au bas et la direction du centre. Dans la roue d'autonomie, je vous propose ces 4 directions. Alors, je vous rappelle, l'est étant la dépendance, le sud étant la contre-dépendance. Et là, nous allons rentrer donc dans la porte de l'ouest et nous rentrons dans l'indépendance. Donc le féminin, c'est ce qui nous met dans l'indépendance et nous allons être invités de plus en plus à prendre notre autonomie. Le centre de la roue, c'est l'autonomie. L'autonomie, c'est de pouvoir en permanence sentir en nous nos zones de dépendance, nos zones de contre-dépendance, nos zones d'indépendance. Et le nord de la roue sera l'interdépendance, la reliance aux autres. Là, dans le côté ouest de la roue, nous travaillons, nous explorons, nous regardons, nous apprenons, nous grandissons à notre indépendance. Qu'est-ce qui en nous peut devenir indépendant? Et ça va être important de développer notre indépendance pour pouvoir entrer ensuite dans l'interdépendance. Vous savez, aujourd'hui, il y a un grand appel dans notre société à retrouver peut-être l'intelligence du collectif, l'intelligence
des formes un peu communautaires, de groupes qui se rassemblent pour partager leurs forces dans une intelligence de vie et du vivant. Et c'est probablement un appel de la Terre, de nous faire développer cette intelligence et de repartir dans le collectif. Dans une société qui a été finalement très individualiste et qui nous a fait perdre ce sens du collectif, il y a peut-être un appel dans le rééquilibrage à repartir dans le collectif. Il y a beaucoup de personnes qui essayent de monter des collectifs actuellement et des façons de vivre plus communautaires. Et de ce que j'en entends et comprends, c'est pas simple. C'est pas simple parce qu'ils se reconfrontent à ce que moi j'appelle, enfin ce que d'autres appellent et que j'ai repris, qui m'a bien inspiré, le putain de facteur humain. PFH, le PFH, le putain de facteur humain. C'est quoi le putain de facteur humain? Eh bien, c'est ce qu'on étudie dans cette roue, c'est tous les espaces en nous qui sont blessés, dépendants, contre-dépendants, c'est-à-dire qui vont se mettre en révolte tout en étant dépendants. Les espaces en nous qui sont comme des grands adolescents qui têtent, qui vampirisent, qui prennent ce qu'ils peuvent des autres tout en se rebellant. Dans ces espaces communautaires, ils ont tendance à attirer les personnes dépendantes et contre-dépendantes, ces personnes dépendantes et un peu des adolescents qui n'ont pas grandi, et qui va faire qu'il va y avoir une dynamique dans la communauté qui n'est pas simple à trouver. Moi, ce que je ressens, c'est que pour arriver à ce que cette intelligence du collectif marche, il faut que les personnes qui se mettent en collectif aient passé leur indépendance. C'est-à-dire qu'ils aient retrouvé leur capacité à être connectés à eux-mêmes, à leur force de vie, à ce dont ils sont porteurs pour le mettre au service du collectif. Et pas l'inverse, c'est-à-dire pas être dans un collectif pour téter, vampiriser le collectif et profiter de un ou deux ou trois personnes qui sont indépendants et interdépendants. L'interdépendance, c'est l'accomplissement d'une sagesse, d'être en lien ensemble, c'est la porte du Nord. Et oui, nous sommes appelés à aller vers ça, mais nous sommes appelés à grandir pour pouvoir y arriver. L'interdépendance ne fonctionne qu'entre des personnes indépendantes. Chaque personne indépendante va amener dans sa responsabilité qui lui est propre au collectif, ses potentiels, ses ressources, ses dons, ses services, et va se mettre au service du collectif dans une intelligence de vie et non dans une intelligence de vampirisme. Donc, dans cette intelligence de vie et cette indépendance, il y a quelque chose qui va potentialiser la vie plutôt que la vampiriser. Donc, nous sommes invités dans cette partie ouest de la roue à reprendre notre indépendance et à être donc créateur de vie de manière indépendante pour ensuite pouvoir rentrer dans l'interdépendance et pouvoir proposer au monde notre capacité à créer la vie et à se relier avec des personnes qui savent aussi créer la vie pour pouvoir ensemble créer un potentiel de vie supplémentaire. Le danger étant quand dans cette envie de créer de l'interdépendance, souvent on s'associe avec des personnes dépendantes ou antidépendantes et finalement on s'épuise parce que si on est indépendant, on va être créateur de vie nous-mêmes, mais les personnes qui s'associent à nous vont venir nous vampiriser dans leur dépendance et nous prendre notre vie tout en ayant un discours tout à fait opposé. Et ça ne fonctionne pas, ça fait un écroulement des associations, des choses que l'on met en route. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, dans les espaces communautaires, il y a encore besoin de leaders forts parce que les espaces communautaires sont trop dans la dépendance et l'antidépendance. Et donc, il faut encore une figure d'autorité hiérarchique qui impose une façon d'aller dans une direction pour que la communauté puisse perdurer. Sinon, par manque d'indépendance, c'est comme si c'était une famille d'enfants ou d'adolescents. Par manque d'indépendance, il y a quelque chose qui ne va pas fonctionner. On va voir que dans les qualités de la guérisseuse du mois d'août, elle nous est dit dans l'introduction de ce conte qu'elle est la protectrice de tout ce qui vient servir la vérité. La guérisseuse, l'énergie du mois d'août nous met vraiment, cette première lune de l'indépendance, nous met vraiment face à la question dans ton indépendance, comment tu vas servir la vérité, comment tu vas servir la vie, servir l'amour,
servir le collectif, te mettre au service. Se mettre au service demande vraiment d'avoir dépassé toutes les postures relationnelles inconscientes, c'est-à-dire on n'attend rien en retour. Quand on se met au service, on n'attend rien en retour. C'est pas, on fait pas ça pour nous. Alors bien sûr qu'on est conscient des enjeux et des bénéfices qu'on a aussi. Il n'y a pas, on se voile pas la face. On est dans l'indépendance, on est très au clair, très dans la conscience de tout ça en fait. Mais se mettre au service, il y a quelque chose de plus du pas d'après qui dit ok, je vais le faire avec ce qui est juste pour moi, donc aussi en avoir des bénéfices. Et je vais aussi checker les inconvénients, bien sûr, et je vais aller au plus juste qui est pour moi. Donc ça, c'est vraiment la porte de l'Est. On la maîtrise à ce moment-là. Dans la porte de l'Ouest, on maîtrise notre porte de l'Est et on va aller au pas d'après, c'est-à-dire qu'on va se mettre au service de la vie du collectif dans une intelligence du féminin qui est l'intelligence du collectif. Et si je ne me mets pas au service, eh bien, le collectif ne peut pas fonctionner. Alors, les qualités de la guérisseuse, comme il nous est présenté dans ce conte, elle est sage-femme. Elle est sage-femme, donc elle est au service de faire passer la vie, et être au service des femmes, de faire passer la vie et d'accueillir ses enfants sur Terre, de faire passer la vie sur la Terre. On voit aussi qu'elle est les gardiennes des mystères de la vie et de la mort. C'est elle aussi qui a la connaissance du passage de la vie vers la mort. Et il nous est aussi dit qu'elle est la mère de tous les rites de passage. Hein, le passage mort-vie, vie-mort. Il nous est dit qu'elle est aussi la protectrice des cycles de croissance de la roue de médecine. Et en ce sens-là, de tous les rites de passage. Donc, pour croître, pour pouvoir grandir, pour que ce mouvement, le sous-titre de ce conte s'appelle « Le mouvement de la roue de médecine », pour que cette roue puisse toujours tourner, pas se bloquer, eh bien, il y a des cycles de croissance, il y a des passages à faire, des passages mort-renaissance, et c'est elle qui va initier les rites de passage. Donc les rites, entre autres, on voit les rites funéraires, on y reviendra plus tard, les rites de naissance, et elle nous enseigne des rites forts dans ce conte, entre autres autour du cordon ombilical, que je vous laisserai réexplorer à votre façon. Il nous est dit qu'elle est la gardienne de l'art de guérir, et en cela, elle est herboriste, femme médecine. Femme médecine, c'est vraiment c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la thérapie holistique, c'est-à-dire être en lien avec toutes les parties de l'être humain et pouvoir l'accompagner sur toutes les parties de lui-même. Donc, elle est sage-femme, elle est quelque part, elle est passeuse d'âme, hein, c'est elle qui vient aider les défunts à partir et à mourir, mais elle est aussi quelque part comme un médecin, elle est aussi herboriste, gardienne de toutes les plantes et les racines qui soignent. Et donc gardienne de l'art de guérir. Donc se mettre au service de l'humanité, eh bien c'est vraiment comprendre que avec ses dons et ses compétences, quand on se met au service de l'autre, eh bien on se met au service de la vie et en le soignant, le guérissant, en l'aidant à faire ces rites de passage, eh bien on est au service de l'humanité et on va se mettre en route pour servir le monde, donner nos potentiels et nos dons et nos compétences au monde. Donc je reviendrai plus loin sur l'énergie du conte en lui-même, ça sera la dernière partie, mais pour l'instant, revenons à la dynamique. Si on était sur une... On vient de voir la dynamique de la roue de l'autonomie. Revenons sur la dynamique de la roue d'une horloge. Si on était sur une journée, l'énergie du mois d'août, c'est l'énergie qui est aux alentours de 16 heures. Aux alentours de 16 heures, donc entre, on va dire, 15h30 et 17h30,
17 heures, entre 15 heures et 17 heures, quelque chose comme ça, tout ce qui est les 2 heures autour de 16 heures. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la dynamique cette journée? Eh bien, suivant les jours, suivant les saisons, hein, si on est l'hiver, déjà le noir arrive sur la Terre, hein, le jour tombe. Si c'est l'été, on a encore beaucoup d'heures de soleil devant nous. Mais c'est quand même, on est quand même en fin de journée. On commence à amorcer la fin de la journée. Vous sentez le mouvement de bascule. Tout doucement, notre énergie s'oriente vers cette fin de journée. Et c'est quoi cette fin de journée? Eh bien, c'est la soirée et pour se préparer à la nuit. Alors, suivant notre façon de vivre, hein, par exemple, si on est maman, vers 16 heures, on commence à penser à aller chercher les enfants à l'école. Suivant le travail qu'on a, à 16 heures, on sent qu'on va bientôt rentrer à la maison. Et c'est la fin de la journée, on va clôturer notre travail, faire ce qu'il faut faire pour clôturer notre travail avant de rentrer à la maison. Par exemple, moi, je travaillais la nuit quand j'étais infirmière aussi. Je travaillais aussi le jour, mais la nuit. À 16 heures, quand je travaillais la nuit, je commençais à manger mon repas du matin, mon petit déjeuner, pour me préparer à aller travailler et prendre la relève des infirmières de jour. Et quand je travaillais la jour à 16 heures, eh ben, je savais qu'il me restait quelques heures pour finaliser tout ce que je devais faire aujourd'hui. Donc il y avait aussi ce stress de fin de journée en disant est-ce que il me reste plus beaucoup de temps? Est-ce que je vais réussir à finir ma journée ou est-ce que je vais encore faire des heures sup? Donc il y a ce stress à la fois il faut finir ce qu'il y a à faire. Le temps s'écoule, il manque de temps et à la fois le stress, oui, s'il faut aller chercher les enfants à l'école, c'est maintenant et c'est pas après. À 14 heures, j'avais encore le temps. À 16 heures, je me dis, bon, c'est maintenant, là, il faut que je conclue là. Donc il y a à la fois ce stress de la fin de quelque chose et on se prépare à un renouveau, et quelque chose qui va changer dans notre journée, c'est-à-dire on va rentrer à la maison, les enfants vont rentrer, notre compagnon va rentrer, on va se retrouver en famille et on va du coup s'ouvrir à notre dynamique familiale, c'est-à-dire on va commencer à se préparer au monde de la soirée et de la nuit. Ce sont les retrouvailles. Les retrouvailles dans le monde de la famille, dans le monde de l'intime, dans le monde du foyer. On était dans la journée à l'extérieur et on donnait au monde de nous-mêmes. Et là, on va commencer à se préparer à retourner chez nous pour retrouver le monde de l'intime. On voit que ce passage d'août et ce passage de 16 heures, c'est vraiment le lien entre l'extérieur et l'intérieur. Entre ce que je donne aux autres, à la société, à mon entreprise, par mon travail, ou si je suis mère au foyer, à ce que je vais donner dans cette maison. Peut-être je vais aller faire des courses dehors, peut-être que je vais m'occuper de ma maison, peut-être je vais m'occuper de moi, etc. Mais là, en fait, donc de l'activité de la journée, je vais muter vers l'activité de ma soirée et me préparer à accueillir mes enfants à la maison ou à retourner chez moi, même si je suis célibataire, à retourner dans mon foyer intime et à m'occuper des affaires de mon foyer. Donc on sent cette bascule hein, de l'énergie qui est à l'extérieur, ce masculin, vers quelque chose qui se prépare à aller dans l'intériorité, dans l'intime. Et c'est les deux en même temps. À 16 heures, on est en principe encore à l'extérieur et on va se préparer à aller à l'intérieur, on se prépare. À 18 heures, qui sera le mois de septembre, on sera peut-être plus chez nous, sauf si on finit tard en fait, mais ça c'est déjà un décalage. Dans quelque chose qui suit l'horloge biologique, à 18 heures, on est chez nous, on commence à se préparer pour la nuit, le repas, les bains du soir, etc. Là, à 16 heures, on est encore dans le monde de la journée et tranquillement, 16h, 16h30, 17h, 17h30, on se prépare et on va faire ce lien entre l'extérieur et l'intérieur. Donc, on sent que la renaissance, elle est là, on passe du monde de la journée et on va renaître au monde de la soirée et de la nuit. On passe du monde du masculin, on va renaître au monde du féminin. Peut-être qu'à 16 heures, on se pose la question, qu'est-ce que je vais manger ce soir? Qu'est-ce que je vais faire à manger? Qu'est-ce qu'il y a à faire ce soir? Les devoirs,
quel jour on est, est-ce que demain les enfants vont à l'école ou pas, est-ce qu'il faut les coucher tôt, enfin voilà. Tout ça, ça c'est pour les mères de famille, mais il y a cette question de comment je vais préparer ma soirée pour prendre soin de la nuit et prendre soin du lendemain. Alors il en est de même dans notre année en fait, hein. En août, on commence, on est toujours dans cette pleine activité, on était toujours dans cette pleine activité du masculin, surtout début août, et on commençait à se préparer à l'automne. On commençait à se dire, bon ben là, ça va être la rentrée, l'automne, la rentrée des classes. Donc on voit comment c'est inversé en Occident. L'automne est un renouveau de quelque chose qui va vers l'extérieur. Ça devrait être un renouveau de quelque chose qui va vers l'intérieur. La rentrée des classes, presque, ça devrait être en février, quoi. Là, en fait, on se prépare à ce septembre et on commence à anticiper la rentrée. Enfin, en tout cas, le mois de septembre, pour être plus en lien avec les énergies. Ce mois de septembre, c'est quoi? Septembre, octobre, novembre, décembre, c'est vraiment la fin de l'année. On commence à se préparer à conclure notre année et c'est les derniers instants de l'année où on est encore, notre puissance du masculin est encore là et on va pouvoir œuvrer, acter et se dire peut-être oulala, j'ai plus le temps, il faut le faire avant septembre parce qu'après en septembre on va vraiment basculer vers ces énergies du féminin et ça sera notre fin d'année aura une autre dynamique. De manière initiatique, en lien aussi avec les cycles de notre vie, quand on est dans l'énergie d'août, dans un des cycles de notre vie, on est plutôt en lien avec on rentre dans la maturité, hein. On quitte les années 14 heures, c'était les années 20 ans. À 16 heures, on est dans les 30-40 ans. Donc, on est dans une forme de maturité de notre vie. Ça y est, notre vie a bien déroulé. 40 ans, on commence à comprendre comment ça fonctionne. Et c'est la crise de la quarantaine. On commence à se dire comment je veux faire ma nouvelle partie de vie qui sera plus dans le féminin. On sent que toute cette dynamique de vie de la naissance jusqu'à la quarantaine, c'est vraiment une dynamique du masculin à se construire et à être dans la puissance, tournée vers l'extérieur et aussi dans l'épanouissement personnel avec cet extérieur. À partir des énergies de la quarantaine, on s'est épanoui, on se connaît et on se pose la question comment je veux œuvrer dans ma vie pour que ma vie soit plus en lien avec qui je suis, mais aussi plus en lien avec le sens que j'ai de la vie qui est avant que je meure finalement, et je ne vais pas encore mourir tout de suite, hein, puisque j'ai encore beaucoup d'années devant moi, mais avant que je meure, qu'est-ce que je veux donner au monde? Et il y a souvent les enfants qui nous poussent derrière, nos jeunes, hein, ou en tant que parents, on se dit, bon, il faut que je me mette au service de la nouvelle génération. Et donc, il y a vraiment cette dynamique où on va basculer pour sentir comment c'est pour nous de se mettre au service de la vie, parce qu'on en a l'intelligence, on en a la puissance. On peut aller encore plus loin, mais et maintenant, il y a quelque chose en nous qui appelle à trouver plus de sens profond avec ce qu'on est pour pouvoir se mettre au service des nouvelles générations, au service du collectif. Et c'est peut-être là où on va commencer à se mettre dans des associations, dans des collectifs, être plus militant ou à commencer à former, à transmettre, etc. Ça peut être aussi les énergies qu'on peut avoir au sein, par exemple, d'un travail, d'une profession, d'une entreprise ou dans un couple, ou quand on est dans les énergies du mois d'août, on est dans quelque chose qui arrive à la fin de son accomplissement, l'accomplissement étant l'énergie de juillet. On peaufine la fin de l'accomplissement de quelque chose et on commence à s'ouvrir à cette énergie du féminin qui est comment je vais aller plus loin dans quelque chose qui a plus de sens par rapport, encore une fois, à la vie, le vivant, le vulnérable, le beau. Hein. Maintenant que j'ai développé tout mon plein potentiel de compétences, comment je peux aller plus loin dans la grâce, dans la beauté, dans la finesse, dans l'écoute du sensible, du vulnérable, dans ce côté féminin, aussi de la grâce,
euh, et on va chercher le sens des choses. Donc, euh, c'est dans les entreprises, hein, toutes les personnes qui sont dans les énergies du mois d'août, elles sont quand même force de proposition d'arrêter certaines choses qu'elles sentent qui ne sont pas au service de cet aspect-là de l'entreprise pour proposer du renouveau dans quelque chose qui est plus en lien avec l'intime, le beau, le sensible, etc. Ça va être pareil dans notre couple. Souvent, dans les énergies du mois d'août, on a eu nos enfants, notre famille, voilà. On s'est installé, on a notre maison, notre métier, voilà. Il y a une forme d'accomplissement. Et maintenant, pourquoi on reste ensemble et où c'est qu'on veut aller au service de l'amour, du sensible, du vulnérable, du féminin. Et c'est souvent là que dans les couples, il y a cette bascule, soit cette mise à mort et cette séparation, parce que finalement, ce qu'on a créé, il y a du vivant, mais pas beaucoup, et finalement on arrête là. C'est la fin de quelque chose. Ou alors, on se dit, écoute, c'est pas mal, mais maintenant il faut vraiment se mettre au service de autre chose entre nous et pour nos enfants. Et il y a un renouveau dans le couple qui va se créer, vraiment en lien avec l'énergie du féminin. Et encore une fois, de quelque chose de sensible, de beau, de vulnérable, de l'humain, de l'amour. Et c'est souvent ces périodes dans le couple où on peut basculer vers l'amour parce que tout ce qu'on avait à créer ensemble est passé dans la matière. Les enfants sont là, la maison, le métier, etc. Maintenant, il ne reste plus qu'à aller dans l'amour ensemble. Et il va y avoir aussi un renouveau dans la sexualité. Et c'est à ce moment-là que va se proposer une sexualité beaucoup plus féminine, beaucoup plus dans la rencontre des âmes, des corps, des énergies, du divin, du sacré, du vivant, et dans le sens de c'est quoi être en couple finalement. Donc, ce conte nous parle du mouvement de la rune médecine et on voit bien on va se questionner sur qu'est-ce qui bloque la roue de la vie, qu'est-ce qui bloque l'avancement. Des fois, ce qui bloque, c'est la peur de la mort, hein, c'est cette crise de la quarantaine, hein, c'est la peur d'avancer. Il y a quelque chose qui refuse de vieillir, hein, on veut rester jeune et on refuse d'avancer dans ce mouvement de la vie. Et il y a ces angoisses de mort. Donc, pour tout le monde, ça va prendre des allures différentes. Certaines femmes vont avoir envie de beaucoup travailler sur leurs rides, leurs cheveux blancs, faire du sport parce qu'il y a la ménopause qui peut arriver. Du coup, ça peut, à un moment, hein, la ménopause va arriver et ça peut nous faire changer notre corps. Il va y avoir, pour les hommes, peut-être faire du sport, se muscler, vérifier qu'ils sont encore séduisants pour les jeunes femmes. Tout un tas de choses. C'est en lien aussi avec la mort de nos parents. Nos parents vieillissent et nous sommes confrontés à la mort, comme dans ce conte. Et nous sommes encore, on peut encore faire passer la vie. Hein, à 40 ans, les femmes peuvent encore faire passer la vie, et les hommes aussi, bien sûr. Et nous sommes confrontés aussi au vieillissement de nos parents et à la mort de nos grands-parents, de nos parents. Donc, on est dans cette crise de la quarantaine, mort-vie, avec ces grands questionnements de sens. Est-ce que je vais avancer? Est-ce que j'ai envie d'aller dans ce futur où mes parents vont vieillir, vont mourir, mes enfants vont grandir, notre couple va changer, mon corps va changer, tout est en train de changer, ou est-ce que je vais bloquer le mouvement de la vie parce que par peur du vieillissement et de la mort, et c'est vraiment l'espace où on va être profondément confronté dans notre vie à ces angoisses de mort, de séparation, d'anéantissement et où on va grandir avec ce courage, hein, pour continuer à donner naissance à la vie en nous, aller accepter la mort dès maintenant et aller déjà dans la renaissance, c'est-à-dire comment je peux dépasser mes angoisses de mort, accepter qu'est-ce qui va se passer dans le futur et aller dans ce futur dans une forme de renaissance, d'une autre façon de vivre qui va être dans l'acceptation de la mort et du mouvement de la vie en permanence, puisque évidemment on embraye vers l'automne et l'hiver, et dans la vie, si on embraye vers les années, les autres années de vie qui seront après la quarantaine, 50, 60, et puis les années vieillesse, quoi. Alors, on est sur cet axe de force dans notre roue de médecine février-août. Le masculin divin qui vient
réinformer le féminin divin dans la matière pour redonner naissance. Et donc, dans ces grands questionnements de sens, finalement, la crise de la quarantaine nous dit quoi? Bon, 40 ans, ça peut être 45 ans. 50, on va se rapprocher de l'énergie de septembre. Là, on est vraiment dans le questionnement, mais quel est le sens de ma vie au niveau spirituel, quoi? Qu'est-ce que je viens faire sur Terre maintenant que je me suis stabilisée sur tout le reste, en fait. Maintenant, j'ai le choix, comment je vais œuvrer dans ma vie et qu'est-ce que je viens faire sur Terre, quel est le sens de ma vie. Et donc, il y a ces grands questionnements spirituels où on est sorti de la foule de la jeunesse, nos grandes croyances, nos grandes espérances, nos grands élans de vie, et on a fait ce qu'on a pu, et là on regarde, il y a des choses qui ont fonctionné, il y a des choses qui n'ont pas fonctionné, et finalement on va s'apaiser, se dire bon, on va rentrer dans cette eau claire, on va essayer de clarifier les choses en nous et dire ok, finalement je veux quoi maintenant? Je peux faire un bilan, je vois où j'en suis, et qu'est-ce que je veux pour le futur, comment je veux impacter ma vie pour être plus en lien avec ce que dit mon cœur, mon être divin en moi. Et ça peut être des grands questionnements spirituels qui se posent à ce moment-là, qui sont là parce qu'on est encore une fois confronté à ce mouvement de la vie et à la notion de la mort. Et la notion de la mort nous confronte à si je mourais demain, on peut se poser cette question. Si je mourais dans 10 jours, qu'est-ce qui me resterait à accomplir sur Terre? Et ce genre de question nous permet souvent de voir quelles sont nos priorités, quelle est notre essence profonde. On va s'apercevoir qu'il y a plein de choses qu'on fait qui servent à rien, que c'est pas très intéressant. Mais si je mourais dans 10 jours, j'arrêterais tout ça. Et je ferais par contre ça que j'ai pas encore fait, qui me semblerait important à faire avant que je meure. Alors je vous propose de vous poser cette question. Si je mourais dans 10 jours, qu'est-ce que je ferais? Pour voir ce qui est important pour vous et peut-être de prioriser plutôt ça que tout le reste. Le reste, c'est la routine. La routine, elle est importante, un minimum, mais ce qui est important, c'est ce que vous avez envie d'accomplir avant de mourir. Et posez-vous régulièrement cette question. C'est souvent ce que va nous poser l'énergie du mois d'août. Avant que l'hiver arrive, qu'est-ce qui me reste encore à faire que je n'ai pas fait cette année? Donc, il y a un travail qui se fait dans cette bascule août-septembre et qui est en opposé complémentaire février-mars. Février-mars, c'est vraiment l'incarnation. C'est vraiment, je viens du ciel pour venir dans ce corps de chair. Et en face, on est dans ce corps de chair et on nous pousse un peu à retourner un peu vers le ciel. Hein. C'est tu es mortel, tu pourrais mourir ou tu vas être confronté à la mort de tes proches. Et du coup, rappelle-toi quel était le sens de ta vie maintenant, quoi. C'est maintenant ou jamais, quoi. Voilà. Donc, on va vraiment être dans cette dynamique de confrontation et d'écoute intérieure et de nouveaux choix. C'est pour ça qu'on va parler aussi de renaissance. Alors, je vais finir cet audio par explorer avec vous la couleur du bleu, comme Julie nous l'a proposé. Et puis, je ferai un deuxième audio pour parler plus du conte et de l'enseignement profond de ce conte. Et il y aura un troisième audio pour parler des blessures. Alors, donc je finis cet audio par cette couleur bleue. Donc, dans l'enseignement amérindien, ce que nous dit l'enseignement, c'est le bleu, c'est l'intuition. Ça nous parlait de l'intuition, de la vérité. C'est vraiment cette notion de se confronter à la réalité, à la vérité maintenant. Il faut arrêter de se mentir parce que le féminin, c'est quelque chose en nous qui va protéger la vie et qui va dire à notre mental, c'est bon. Excusez-moi l'expression, ta gueule, quoi. Maintenant, il y a la vie qui est là, quoi. On arrête de se raconter des histoires, de raconter des histoires aux autres, ou de s'imposer des trucs. Ou qu'est-ce que dit la vie en moi? Il y a vraiment un appel dans la couleur bleue d'aller dans la vérité, dans l'eau, dans le translucide, dans le vrai, aller regarder par le prisme de la vérité, dans l'intuition profonde de ce que nous dit l'intelligence multidimensionnelle de la vie, qui est complexe. Et donc le bleu nous relie, nous dit ce conte, à l'eau et aux sentiments. Sentiments donc étant les émotions, le ressenti intérieur, comment va la vie en moi, dans mon corps, dans mon intériorité. Et ça c'est le féminin. Alors,
si on revient dans la couleur bleue comme Julie l'a canalisé, donc Julie, elle canalise en lien avec l'enseignement de ses contes. Hein. C'est vraiment très axé sur cette fréquence-là, la fréquence amérindienne. C'est très métaphorique, c'est multidimensionnel, donc je vous propose d'écouter régulièrement ou de lire. Je vous rappelle que dans le descriptif de l'audio de Julie sur la couleur bleue, donc je mets le texte pour que vous puissiez relire à votre guise par la lecture ces mots, parce que les mots nous informent. Ils peuvent vous informer auditivement, mais ils peuvent vous informer aussi par la lecture. Il se passe des choses, en fait, les mots activent, les mots et les phrases de Julie nous activent, et nous activent dans quelque chose de mystérieux, de complexe, qui s'appelle finalement l'information quantique, l'information de la lumière. Et la lumière, elle nous active sur plein d'espaces, et Julie a cette capacité de nous mettre en forme et en mots par des phrases, le complexe, mais à nous de pouvoir petit à petit s'y reconnecter pour, à force de lire et d'écouter, et d'avancer dans le moi et d'expérimenter, mieux comprendre ce que voulait nous dire l'intelligence, l'oranda de Julie en lien avec cette couleur bleue de ces contes amérindiens. Alors voilà ce que moi, à ce moment-là, au moment où je fais cet audio, je peux en dire de ce que je comprends en fait à travers les mots de Julie, de ce que je comprends, de quoi vient nous parler de cette couleur bleue, cette fréquence bleue. Cette fréquence bleue, elle nous relie à l'enfantement. C'est l'eau de la matrice, la matrice de la mère divine, la matrice de la terre, la matrice, l'eau de la matrice des ventres des femmes qui sont enceintes. Hein. On a tous baigné dans cette eau, on baigne dans l'eau intracellulaire, nous baignons dans de l'eau en permanence, et cette eau réinforme et informe et construit notre matière et nous enfante. On est de l'eau. Si on ne boit pas, on meurt. Il faut d'abord de l'air, et ensuite, si on n'a pas l'air, on meurt, et ensuite, il nous faut de l'eau avant d'avoir la terre, la nourriture. Hein. Elle nous relie aussi à la couleur argent du diamant. Il y a quelque chose dans l'eau, hein, on voit l'eau qui scintille au soleil, qui brille. Il y a quelque chose dans l'eau qui nous parle de... Elle n'est pas que bleue, l'eau, hein. Elle est blanche ou elle est diamant, elle est argentée quand on regarde, quand une eau scintille, une eau d'une rivière ou d'un lac scintille au soleil. On voit bien ce reflet argenté diamant, et elle nous parle de cette couleur grise argenté diamant du mois de février. Hein. Si on met de la lumière dans la couleur grise, ça fait de l'argent. Du diamant, quelque chose qui reflète la lumière blanche au soleil, et qui, par le translucide de l'eau, hein, vient nous purifier. L'eau, c'est l'élément qui nous purifie, qui nous permet de capter la lumière en nous de manière pure, pour pouvoir translucide, pour pouvoir la refléter comme de l'argent ou comme un diamant qui reflète la lumière. Il y a vraiment cette notion de se laisser purifier de l'intérieur pour pouvoir accueillir notre lumière divine et la refléter au monde comme étant le diamant, le joyau nous-mêmes de ce que nous sommes, étant le reflet de notre lumière intérieure à travers notre eau intérieure. Julie nous parle des amants diurnes et nocturnes. On sent bien qu'il y a vraiment cette alliance, cette harmonie, cet amour, cette relation amoureuse entre le jour et la nuit, entre le masculin et le féminin, entre la lumière blanche et la lumière noire, entre la vie et la mort. Et cette eau, elle vient nous vraiment, c'est le passage, hein, c'est le liant entre le feu et la terre. Il y a l'air, le feu, l'eau et la terre, et l'eau, c'est l'élément alchimique qui vient amener l'air et le feu à la terre. Et c'est vraiment la partie qui vient parler de l'alliance, de la transmission, du transfert, et dans la partie qu'on pourrait nommer amoureuse en nous, de l'unité en nous qui vient amener le masculin dans le féminin. Julie nous dit aussi que cette fréquence-là n'est accessible que quand la plume peut souffler dans le cœur,
Je peux entendre hein, le souffle, mais aussi le sensible, le doux, le vulnérable. Quand on a un cœur blessé, on peut pas s'ouvrir au sensible, au vulnérable, à la beauté, à la tendresse. Hein, l'eau, ça peut être aussi comme une caresse. Quand on se baigne, on peut sentir cette caresse de l'eau et ce bercement que dans lequel l'eau nous met, cette relaxation, et elle nous permet de nous ouvrir à la tendresse en nous. Et là, on est dans la fréquence du bleu qui vient chercher dans notre cœur cette ouverture au sensible, au vulnérable. Et on peut recevoir cette fréquence du bleu que quand notre cœur est prêt à s'ouvrir à cela, à la tendresse, à la douceur. Et tant que notre cœur est blessé, ou beaucoup blessé, cuirassé, carapacé, eh bien, on ne pourra pas s'ouvrir à la fréquence du bleu. Et donc, on a encore tout ce travail hein, d'avril, mai, juin, juillet à traverser pour guérir notre cœur, pour pouvoir nous ouvrir à la fréquence du bleu, et c'est-à-dire nous ouvrir à ce féminin, à ce sensible, à ce tendre, à cette douceur. Par le cœur, hein, ce souffle d'amour qui va passer dans notre cœur pour pouvoir insuffler un nouveau souffle d'amour plus relié au sensible. Julie nous parle aussi des ressources invisibles de notre ciel, hein, cette fréquence du bleu qui vient potentialiser en nous les ressources de notre féminin, cachées du coup. De notre ciel, de notre février, hein, de notre Esprit Saint, de notre masculin divin. Et donc, la fréquence bleue est un potentialiseur, un catalyseur de nos potentiels. Hein. Donc, dès qu'on va se laisser informer par la fréquence bleue, il y a quelque chose qui va monter en puissance en nous, dans notre féminin. Et notre féminin, c'est notre potentiel de créer en lien avec notre ciel. C'est vraiment l'énergie de l'enfantement. Quand un bébé est dans la matrice d'une femme, elle n'a rien à faire. Le féminin sait faire. Il va créer l'enfant et le donner à la terre. Et cet enfant, il vient du ciel. C'est une âme qui vient du ciel et qui, par l'enfantement, va transiter dans le ventre d'une femme. Et cette femme va le donner à la terre. Il y a quelque chose dans cette fréquence du bleu qui nous met là-dedans, hein, qu'on soit un homme ou une femme, qui va potentialiser en nous notre capacité à créer dans l'invisible et à donner au monde nos potentiels, quelque chose qui dépasse totalement notre entendement, notre rationalité, notre mental, et c'est à expérimenter. C'est le processus de créativité en nous, qui est vraiment comme un accouchement de notre intériorité au monde. Et cet accouchement, cette mise en gestation, cet accouchement va être potentialisé par le fait qu'on se laisse réinformer par cette fréquence de la couleur bleue. Moi, quand je relis le texte que Julie a canalisé, j'entends hein, qu'il y a du complexe. Cette fréquence bleue, elle s'exprime de différentes façons, de différentes formes, de différentes façons, et que finalement, pour la capter, il faut se laisser traverser, il faut l'intégrer. Ça passe à travers nous, dans notre corps, dans l'expérience. Elle est explorée dans toutes les directions, et elle est aussi à chanter et à danser. Donc je vous invite peut-être à vivre cette expérience si vous voulez, à chanter et à danser la couleur bleue pour mieux la ressentir, mieux la capter. On est vraiment dans le féminin se capte par l'intériorité, par l'émotionnel, par le symbolique, par le ressenti intérieur. Et Julie semble nous dire, eh bien, si vous voulez rentrer plus loin dans la fréquence du bleu, il va falloir aller dans toutes les directions, explorer, intégrer, et pourquoi pas la chanter, la danser pour voir ce que ça fait. Alors, eh bien, voilà, de nouveau, une ouverture d'exploration si vous le voulez. Et son texte parle de ce goulot qui sert à verser l'eau, et qu'il suffit d'un petit goulot pour que l'eau puisse se verser. Une petite ouverture en nous pour recevoir et donner, pour recevoir l'eau et donner l'eau, pour que l'eau puisse circuler, remettre en circulation l'eau en nous, et puis se verser en nous et à travers nous. Il y a quelque chose de l'ordre de la circulation, et que ce bleu vient
nous ouvrir à la circulation de l'eau en nous, dans le donner-recevoir, dans ce potentiel du féminin, qui va nous amener aussi dans la douceur et la tendresse, dans la fluidité, dans la réinformation de la vie, dans la beauté, dans le côté translucide, dans la purification. Voilà, tout ce qu'on peut rentrer dans le côté alchimique de l'eau, hein, qui est très puissant, qui est le capteur d'énergie, qui est le... voilà, je vous laisse méditer sur cette fréquence finalement du bleu et de l'eau. Relire le texte de Julie, le réécouter éventuellement. Et je vais finir là cet audio et je vais faire une dernière audio sur l'exploration, l'analyse de cette dynamique du mois d'août en explorant avec vous plus profondément ce conte d'août, la guérisseuse. Alors à bientôt pour la suite.